Aux quatre coins du monde, des hommes et des femmes mettent leur vie au service des autres. Ils sont médecins urgentistes, sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes. En Guadeloupe, Nouvelle-Calédonie, Guyane, à La Réunion. Ils interviennent partout jusqu'aux secteurs les plus isolés. Au cœur de l'urgence, ils doivent composer avec des environnements difficiles, dans des milieux naturels parfois périlleux. Entraînés pour intervenir en toutes circonstances, ces héros du quotidien ont en commun le même objectif: secourir, soigner, protéger. Le relief montagneux de l'île de la Réunion peut rendre l'accès aux victimes très difficile pour les secours. Chaque jour, le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, doit intervenir dans les cirques de Sillaos, Mafat ou Salazie. Dans la plupart des cas, le PGHM intervient seul. Mais lorsque la victime nécessite une médicalisation, un médecin est incontournable. Au CHU de Saint-Denis, une partie du personnel est spécialement formée pour ces interventions délicates. C'est le cas de Nicolas, médecin montagne en poste au SMUR de Saint-Denis. Chaque matin, son service commence par le même rituel. Alors ça se passe comment? Ça c'est le local SMUR. Donc ici on vient de checker les affaires tous les matins. En tout cas pour ce qui est du secours montagne, nos sacs sont entreposés ici. Donc c'est les deux sacs là et tout notre matériel personnel d'équipement. Moi je vais repartir aujourd'hui pour nouveau checklist. Moi je fais les éléments de sécurité individuels d'abord. Je vérifie que le baudrier soit en état, que les cordes ne soient pas cassées, que le baudrier ne soit pas cassé. Pareil, je vérifie juste les bonnes fixations, que la visière ne soit pas cassée. Et après, on s'attaque au médical. Donc voilà, vérification de tous les pansements, on a les aiguilles. Globalement, ça c'est une sac d'intervention rapide. Donc dans la moitié des interventions, c'est des interventions un peu périlleuses. Donc on n'a pas le temps de sortir les gros sacs et faire de la médicalisation lourde. Donc si possible, on fait de la médicalisation très légère, c'est-à-dire des antalgiques, quelques médicaments bien utilisés. Et ça c'est quelque chose qu'on a juste sur la poche, donc on peut aller n'importe où avec. Notre souci c'est d'en emmener assez pour pallier à toutes les situations et bien sûr de lutter contre le poids et l'encombrement au maximum, puisqu'il y a des situations où l'hélicoptère n'arrive pas à nous déposer pile sur l'endroit où la victime est. Donc on essaye de tout miniaturiser. Ça, par exemple, c'est une petite visseuse perceuse. On peut poser une perfusion dans l'os directement si on n'arrive pas à trouver la veine. Ça, c'est le respirateur, par exemple. C'est tout petit. On essaye de mettre des petites bouteilles d'oxygène. Voilà notre bouteille d'oxygène. Alors ça reste de la médecine de montagne, reste de l'extraction médicalisée. Hein. Il faut se sentir à l'aise sur une corde pour pouvoir secourir les gens qui sont en montagne, sinon c'est difficile. Après au niveau du travail, c'est aussi intéressant parce qu'on fait tout. Alors direction les urgences, on fonctionne dans un mode où les médecins qui partent sur intervention, quand ils ne sont pas en intervention, ils aident aux urgences. On est tous solidaires ici. Bonjour tout le monde. Salut. Ça va. Mais Nicolas ne va pas pouvoir faire grand-chose pour ses collègues. À peine arrivé, il est alerté pour une intervention très particulière avec les forces de l'ordre. Et tu m'as dit c'est quoi? C'est un psychotique avec une pioche, c'est ça? Avec une pioche à la main, il casse toutes les vitres. Bon, ok. Et t'as prévu quelqu'un du GIPN dedans ou pas? Il y a les policiers de Sillaos quand même qui sont là. Parce que nous, tant qu'il a sa pioche à la main... Ok, très bien. Bah écoute, je me prépare, j'arrive. Bon, c'est un peu particulier quand même. Alors, on va chercher tout le matériel montagne et on se rend sur le toit où il y a l'hélico qui vient me chercher. On essaie de se coordonner au mieux. En gros, on a 5-10 minutes pour s'équiper et puis l'hélicoptère arrive. Alors, il faut que je prenne ça. Le forcené à la pioche est un jeune homme de 14 ans dont les actes violents risquent de se retourner contre sa famille.
Bon, là c'est un peu particulier, hein. C'est vraiment un jeune homme qui est connu pour avoir une pathologie psychiatrique et qui décompense, mais il présente un danger, puisqu'avec une pioche, il est en train de casser toutes les vitres des maisons. Alors la police est sur place, mais ils ont peur de ne pas le maîtriser sans médication, donc on arrive en renfort en fait de la police qui est sur place. Et le moyen, c'est le PGHM, puisque c'est ceux qui ont accès au cirque de Cilaos le plus rapidement. On pourrait y aller par la route, mais on met 1h30. À la base aérienne, les gendarmes du PGHM sont déjà prêts à décoller pour venir récupérer au plus vite Nicolas. De son côté, Nicolas a mis moins de 3 minutes pour s'équiper. PGHM, bonjour. Oui, c'est Nicolas, le médecin montagne. Oui. C'est pour prévenir que je suis à l'ascenseur, prêt à monter sur la DZ. Hein. D'accord. J'ai l'air de Mario Kart. C'est une taille 1. Ah, il arrive, on arrive. On approche. Grâce à l'hélicoptère du PGHM, Nicolas va pouvoir se rendre dans les 15 minutes à Cilaos et décider comment venir à bout du forcené à la pioche. C'est un jour unique dans l'année pour les habitants de la Nouvelle-Calédonie. La caserne des pompiers de Païta a été délocalisée le temps d'une journée sur le site de Gadji, où se tient l'une des plus grandes fêtes agricoles de l'archipel. Alors on est sur le site de la fête du bœuf. C'est un passage obligatoire pour toute personne qui veut un peu découvrir la Nouvelle-Calédonie. Il y a 2-3 gros événements comme ça dans l'année au niveau du territoire de la Nouvelle-Calédonie. Ça permet à l'ensemble de la brousse de se retrouver. Et le fait que ça se passe à Païta permet donc aux gens de l'agglomération de venir un peu plus au contact des éleveurs, des agriculteurs qui viennent jusqu'aux portes de Nouméa. Pour assurer la sécurité de la journée, c'est un effectif hors norme qui a été déployé. On a un dispositif d'une quarantaine de sapeurs-pompiers sur place. C'est à la fois la garde, donc les personnels qui vont assurer les interventions courantes du reste de la commune. Simplement, au lieu de partir de la caserne, ils vont partir du site de Gadji. Et en plus, donc, on a un renfort de 15-20 sapeurs-pompiers qui vont être affectés, à proprement dit, juste pour l'événement de la fête du bœuf. Il y a plus de 20 000 personnes qui vont venir sur ce site. C'est presque l'équivalent de la population de la commune de Païta, d'où l'importance du dispositif. Allez, rapprochez-vous, que je ne sois pas obligé de crier. Donc déjà, avant toute chose, un grand merci à tout le monde d'être là, que ce soit à la garde ou à tous les renforts qui sont venus spécialement pour la fête du bœuf. Comme j'ai la coutume de dire, c'est l'événement annuel de la commune de Païta. Je rappelle, plus de 20 000 personnes qui vont venir aujourd'hui, du soleil, d'accord ? Donc on aura une partie de malaise et puis on a la partie avec le rodéo en lui-même, où là, on pourrait avoir à traiter un peu plus de traumatisme. Donc voilà, on fera un petit point tous ensemble et tout devrait bien se passer, j'en doute pas. Les pompiers ne sont pas les seuls à utiliser les grands moyens. Pour assurer la surveillance du site, la gendarmerie a mobilisé le PSIC, le peloton de surveillance et d'intervention à cheval. Le cheval aussi est apprécié en fait dans la région, donc permet un contact facile avec la population. C'est un facteur de rapprochement, une vision différente de la gendarmerie. Bonjour. On vient se positionner à l'emplacement prévu. Bon courage. Merci. À peine arrivés, Benoît et son équipe se préparent déjà pour installer le plus rapidement possible leur patrouille. La priorité, c'est le cheval. La première chose que nous avons fait, c'est de vérifier s'ils étaient à l'ombre, s'ils avaient de l'eau, on est allé chercher leur nourriture. Et après, la deuxième étape, c'est vérifier la mission. Donc on doit porter une attention particulière sur les différents parkings pour éviter les bris de verre et choses comme ça. Et puis sinon, circuler sur tout le site de la fête
pour assurer avec nos camarades à pied la paix. Voilà. Une mission apparemment tranquille, mais où le gilet pare-balles est obligatoire au cas où la moindre altercation dégénère. Le PSIC renforce les patrouilles à pied déjà présentes sur le site. Le principal risque, se retrouver confronté à des individus alcoolisés qui pourraient gâcher la fête. En tout cas, j'espère qu'on va passer une très bonne journée. César, le commandant de gendarmerie de la zone sud, sait qu'il s'agit d'une situation malheureusement trop courante. C'est une fête familiale, le but c'est que ce soit festif, c'est de perpétuer la tradition et qu'il n'y ait vraiment aucun trouble à l'ordre public. La fête, il faut que ça reste festif, comme son nom l'indique. Malheureusement, ici en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de personnes qui continuent à boire et à boire et à boire jusqu'à en devenir violents. Et c'est pour prévenir justement ces actes de violence que l'alcool est interdit. Il y a d'ailleurs des arrêtés d'interdiction de vente d'alcool à des horaires et à des endroits précis. Vu que par exemple c'est interdit d'acheter de l'alcool à partir du samedi midi, samedi en fin de matinée les gens achètent en masse de l'alcool qui stockent dans des glacières pour une consommation qui généralement se fait dans un délai très court après l'achat. Du côté des pompiers de Gwenval, toute l'attention est portée sur les courses de chevaux. Une animation qui remporte un franc succès, mais qui doit mobiliser toute l'attention des secours. Avant, c'était assez rustique, hein, chacun courait comme il le voulait. Donc non, maintenant, il y a vraiment des mesures drastiques pour éviter les blessures. Ouais. Pour la course, on a les mêmes deux équipes de secouristes parce que les chevaux vont quand même assez vite. Et une chute de cheval, c'est tout de suite quelque chose qui peut devenir grave, quoi. En gros, on met un dispositif de deux équipes de secouristes sur la course à proprement dit. Une équipe au plus haut, si par exemple quelqu'un viendrait à faire une chute de cheval là-haut. Une équipe en bas s'il y a une chute ici. Voilà, selon la proximité, on est à moins de 100 mètres de chaque étape de la course. Donc voilà, ça se fait très rapidement, en quelques secondes, on se projette. Avec toujours bien entendu une équipe à demeure au niveau de l'infirmerie et une équipe prête à intervenir sur le reste du site ou sur les interventions de la commune. Pour faire régner l'ordre, près de 1000 militaires des FAG, les forces armées en Guyane, sont déployés sur les réseaux fluviaux et dans les airs. En 2008, l'opération Harpie est déclenchée afin de lutter massivement contre l'orpaillage illégal. 10 ans plus tard, elle est toujours d'actualité. Des reconnaissances aériennes sont effectuées chaque semaine afin de localiser les camps des garimpeiros, ces chercheurs d'or venus des régions pauvres du Brésil ou du Suriname voisin. Leurs sites soigneusement dissimulés sous la canopée sont traçables à la couleur jaune des fleuves, résultat des boues rejetées pour la recherche de l'or. Une fois les camps localisés, on peut y envoyer des troupes chargées de les démanteler. À la frontière du Suriname, les gendarmes de la brigade nautique partent en mission sur le fleuve Maroni dans le cadre de l'opération Harpie. Tu restes là, hein? Ah non, on l'emmène, on a dit. Allez. On vous présente Caporal Courva, chien officiel. Hein. Allez, viens. Allez, il sert juste à garder un petit peu la nuit, ouais. C'est bon pour toi, Pompon? Au revoir. Pour sa mission du jour, Joe doit remonter le Maroni, fleuve frontière, mais aussi véritable autoroute sur laquelle circulent les marchandises légales, mais aussi illégales. Sur la rive opposée, c'est le Suriname. En 10 ans, ce petit village est devenu une véritable ville qui a fleuri grâce au trafic d'or illégal effectué en France sous l'œil impuissant des autorités françaises. Alors, ce qu'on a effectivement là en face de nous sont principalement des commerces. C'est surtout voilà, des commerçants d'origine asiatique hein, qui tiennent ce qu'on appelle des Chinois, c'est des supermarchés
où on trouve de tout, hein, donc aussi bien de la nourriture que tout le matériel nécessaire à l'orpaillage et à l'industrie minière, quoi, hein. Ça va de la pelle, la pioche, en passant par un concasseur, un compresseur. Ça va du tout petit matériel au très gros matériel, quoi. Donc aujourd'hui, on travaille avec Eyo, hein, qui est un piroguier gendarmerie, qui est donc d'origine amérindienne, qui connaît parfaitement le fleuve de ce secteur-là. Et comme on est en saison des basses eaux, c'est assez délicat. La navigation est très délicate, il y a des roches partout, il y a des sauts à passer. Et donc, bah voilà, nous, techniquement, c'est compliqué, donc on lui laisse la main pour la mission d'aujourd'hui. Joe va avoir besoin de tous les talents d'Ayo, le pilote. L'Inini, cet affluent du Maroni, s'enfonce dans la forêt côté français. C'est un axe important, principale voie de ravitaillement des orpailleurs. Et donc particulièrement surveillé par les militaires français. Depuis quelques jours, des collègues de Joe sont engagés sur le démantèlement d'un camp illégal en amont de la rivière. Il doit aller les récupérer, ainsi qu'une pirogue et des moteurs saisis. Alors moi, ma mission aujourd'hui, c'est donc remonter le fleuve là, pendant 2 heures jusqu'à un endroit bien précis où je vais venir recevoir des camarades en recueil, hein. Je suis une mission de recueil aujourd'hui d'un groupe qui a travaillé en amont. La lutte contre l'orpaillage ne consiste pas seulement à s'attaquer aux sites d'exploitation, mais aussi aux réseaux logistiques grâce auxquels les garimperos s'approvisionnent en matériaux et en vivres. Pour asphyxier l'activité des clandestins, il faut bloquer la circulation de ces marchandises. C'est pour cela que les FAG ont mis en place il y a moins d'1 an un barrage infranchissable sur l'Inini. Salut les gars. Son nom, Papa Constant. La forme ou quoi? Ici on est sur donc, le PCF de Papa Constant. Alors ça c'est une barge qui a été saisie justement dans le cadre d'une activité illégale et qui a été mise à disposition par la justice, hein, pour que la gendarmerie puisse en faire un poste fixe, quoi. T'es calme cette nuit, Nico, là ou quoi? Ils sont pas venus jusqu'ici. Ah ouais. On a entendu au loin, peut-être à 1 ou 2 kilomètres, là, des moteurs qui tournaient. Lorsqu'une pirogue chargée de marchandises veut passer, le piroguier est obligé de présenter les factures de sa marchandise. S'il ne peut pas en justifier la provenance et la destination, il est refoulé. Là, j'ai pas de facture française. J'ai même pas de facture du tout. Donc vous n'allez pas pouvoir passer. Vous le savez. Donc vous faites demi-tour, on vous ouvrira pas. Ce piroguier doit faire demi-tour. Mais il est déjà arrivé que certains cherchent à forcer le passage. Depuis, la sécurité a été renforcée. Et c'est aux 4 gendarmes de Nicolas et à une vingtaine d'hommes des FAG que revient la mission de protéger le dispositif 24 heures sur 24. Donc là, ici, la barge est installée, c'est le point central du barrage, pour renforcer complètement le dispositif. Donc comme vous voyez ici, il y a les pontons qui sont l'élément dissuasif, on va dire. Mais la barge sert vraiment de point d'appui à tout ce dispositif qui renforce la totalité du barrage. Elle a dû être installée en début d'année. Quand il y a eu une grosse crue sur le fleuve, ça a emporté la totalité du barrage. Il y a eu trop de courant d'un coup, la totalité du barrage a été emportée et ils ont décidé d'installer cette barge ici. Ça évite le passage en force de pirogues, du moins ils tentent plus, c'est qu'ils se rendent compte qu'ils auront moins de chances de passer. Rodrigue est pompier depuis 17 ans. Aujourd'hui, à la caserne des Abîmes où il travaille, ses journées portes ouvertes pour une classe de maternelle. L'occasion pour les pompiers de faire découvrir leur quotidien et pourquoi pas créer des vocations. Alors, qui c'est qui va monter dans le grand camion? Qui c'est qui veut monter dans le grand camion? On va conduire? On va s'asseoir dans le camion, comme les pompiers. Maman va monter. Tu vas monter avec maman. Voilà, vas-y. Allez, allez.
Ouais, c'est toujours un plaisir de faire visiter les enfants et créer cette vocation pour le si beau métier que le nôtre. Moi, j'ai été baigné dedans depuis tout petit, parce que mon père était sapeur-pompier. Donc, j'amenais le repas, les après-midi que j'avais pas classe, j'allais à la caserne, je passais de ma journée. Et le plaisir de voir les camions partir en intervention, et voilà. Allez, le suivant. Allez, à qui le tour? Allez, monte, mettez, monte. Voilà. En fait, aujourd'hui, comme nous avons un ancien collègue de ce centre, en fait, qui a son enfant dans cette école, qui a demandé l'autorisation de pouvoir faire visiter aux enfants. Et on s'assoit. Allez. Allez, on conduit le camion des pompiers. Mais Rodrigue doit subitement interrompre sa classe découverte. Il y a une intervention. Allez, mais les pompiers ils partent, là, il y a une intervention. On part. Allez, viens. Rodrigue doit aller retrouver un autre enfant, mais pour une urgence vitale cette fois-ci. Donc on peut prendre à l'aise. Donc c'est un enfant de 15 mois qui est somnolent. Vas-y, on va tourner au fond. Le nourrisson est somnolent, mais durant le trajet, Rodrigue apprend qu'il devient subitement inconscient. Il va devoir faire preuve de beaucoup de sang-froid pour gérer cette intervention. Ok, donc tu peux t'arrêter là. Ok, on va voir ce qui se passe. Elle se là. Bonjour. Elle arrive. Ah, comment elle s'appelle? Luna. 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 Ouais, c'est bon, c'est On nous a dit qu'elle allait faire. Luna. C'est normal. Luna. Ouvre tes yeux. Les pompiers sollicitent la petite pour tenter de la réveiller, sous les yeux très inquiets de sa maman. Ouais. Pourtant, elle fait pas de température. Non, on a pris 37. Il est bizarre, hein? Oui, c'est la maman? Oui. Alors, depuis quelle heure elle est comme ça, à peu près? Ça fait combien de 10 minutes qu'on a appelé? Mais est-ce que... Elle a jamais fait ça. C'est la première fois? C'est la première fois. Elle faisait quoi juste avant? Elle jouait, alors elle regardait des dessins animés. D'accord. Elle a commencé à révulser, à avoir les yeux vers le haut. Et à plus bouger, à être toute dure et regarder comme ça. Il était sur la tablette depuis combien de temps? 10 secondes. D'accord, elle venait de prendre la tablette. Non, c'était mon portable, 10 secondes en fait. D'accord. Mais chrono. Et en fait, comme ça capte pas bien, ça s'est arrêté. D'accord, Elle et elle s'est a... mise à pleurer. Ah, pleurer, d'accord. Et après, elle a regardé, elle a les yeux qui ont révulsé, elle était toute dure et crispée. Rodrigue doit scrupuleusement noter toutes les informations vitales pour les transmettre d'urgence au médecin régulateur. 16 mois, inconsciente. Ses collègues continuent de la stimuler. Ouais, elle est vraiment inconsciente. Ça va aller, madame, vous inquiétez pas. Là, Elle a une grande jambe, ça. Non, mais c'est... Oui, c'est le terme technique, mais c'est comme ça, juste pour donner son état. D'accord? Et vous avez vu, elle a pu ouvrir un petit peu les yeux, d'accord? Peut-être c'est pas... Luna. Ah, voilà. Ça, elle bouge. Attends. Allez, Luna. Oui, elle a commencé à bouger un petit peu, mais elle ouvre pas les yeux. Ah, voilà. Voilà, on a fait un peu plus fort pour faire mal. Elle a pleuré un petit peu là. Voilà, elle a réagi. Donc on l'a vraiment stimulé un petit peu plus fort que d'habitude pour vraiment chercher une réaction. Et là, c'est bon. Allez, on la prend carrément comme ça dans les bras. Allez, avec un bouillon plus poussé. Voilà, elle pleure à nouveau. Et vous allez la garder dans vos bras. Vous la mettre sur le... Tout risque vital vient de se dissiper. Mais pas question de laisser le bébé sans surveillance médicale. L'enfant est amené au CHU pour des examens complémentaires qui ne montreront heureusement aucun signe alarmant. La maman pourra rentrer chez elle avec sa fille, complètement rassurée. À la mi-journée à Païta, les visiteurs affluent sur le site de la fête du bœuf. Le psy qui est en place et veille particulièrement sur les parkings. Le but, c'est de vérifier sur les parkings qu'il n'y ait pas de dégradation sur les véhicules, de vitres brisées, de vols dans les coffres des pick-up. Il se trouve que l'année dernière, ils ont eu quelques dégâts sur 2-3 véhicules qui ont été tagués. Voilà, ça doit rester une fête familiale. Bonne ambiance. Et l'ambiance est au rendez-vous.
Grâce à leurs chevaux, Benoît et ses hommes s'attirent la sympathie du public, comme s'ils faisaient eux aussi partie de la fête. Le cheval est apprécié. Et puis c'est vrai qu'on nous voit comme des gardes républicains plus que dans l'aspect, avec l'aspect animal. Bon, dès qu'on s'arrête, les gens viennent, il y a un facteur de sympathie et nous on trouve ça très agréable. Django, il a 12 ans. Alors ici on a Django, Balou et derrière Chirac. Ouais, vous avez bien entendu, il est né sur le territoire le jour où le président Jacques Chirac est venu en Calédonie et du coup son naisseur l'a appelé comme ça. Bon, on va reprendre, on va aller vers les parkings. Passe une bonne après-midi. À bientôt. Merci beaucoup. Sur le site, les pompiers sont déjà sollicités. Le soleil tape et comme Gwenval l'avait annoncé à son briefing, ces équipes doivent prendre en charge les victimes de malaise ou de vilaines piqûres. Mais si les pompiers sont chargés de soigner les petits bobos de la fête, ils doivent également intervenir sur toute la commune pour secourir les gens. Ils ont été appelés pour un accident de la circulation visiblement grave à quelques minutes de la fête au col de la Pirogue. Les secours connaissent bien cet endroit où ils interviennent chaque semaine. La route qui y mène est réputée pour ses virages dangereux et ses accidents souvent mortels. Apparemment, ça doit être blessé léger. Voilà. Une voiture a fait plusieurs tonneaux avant de finir en miettes sur le bas-côté. Vu l'état du véhicule, 3 des passagers sortis indemnes sont de véritables miraculés. En fait, j'ai doublé juste avant le virage. Moi, j'ai pas fait attention à mon kilomètre. J'ai entamé mon dépassement. J'ai fait mon dépassement. J'ai voulu rentrer juste dans le virage. Toi, tu viens d'avoir le permis de conduire, c'est ça? Et après, la voiture, elle s'était pas rentrée direct. Vous avez du bol, les gars, là. Ah, vous avez de la chance. C'est le moment où je suis les gars. Bah, je pense qu'il y a quand même le collègue qui va aller faire un tour parce qu'il se plaint vraiment d'une douleur au niveau du dos et au niveau de l'épaule. Vous êtes sûr que vous avez rien? De toute façon, on va les checker un par un. Le 4e passager a eu un peu moins de chance. Il se plaint d'une douleur à la clavicule et doit être examiné. Bouge pas la tête, c'est mon collègue qui va travailler, d'accord? T'as pas de plaie nulle part? Si, après le petit bobo comme ça. D'accord, mais ça c'était déjà avant ça. Ok. Oui. Oui, clavicule. Pas mal là encore? Oui, bonjour, c'est les pompiers de Païta. On a été appelé sur un accident de la route impliquant 4 personnes. Ils ont fait 2 tonneaux au minimum. On n'a pas dû désincarcérer, ils roulaient à 80 km/h. Véhicule seul, oui. Il se souvient de tout ce qui s'est passé, tous ceinturés, airbag déclenché. D'accord, c'était à quel niveau? Au niveau du col de la Pirogue. En montant par rapport à Nouméa? Oui, en montant. En montant? Oui. Et donc en fait, il y en a 3 qui n'ont rien du tout, ils se souviennent tous de ce qui s'est passé. Il y en a juste un petit jeune de 17 ans qui se plaint d'une douleur au niveau de la clavicule. Il y a une déformation? Non, il n'y a pas de déformation. Quand il bouge la tête vers la droite ou vers la gauche, ça aggrave les douleurs. Eh bien alors, vaut mieux qu'il évite de bouger la tête. C'est ça. Donc le collier cervical, vous l'avez coquillé? Non, on l'a pas coquillé. Parce qu'ils sont tous sortis par eux-mêmes, du coup ils marchaient et on n'a pas de vaisselle. Ok, très bien. On vous envoie une ambulance pour l'évacuation sur le Medipool. Merci, vous voulez qu'on le coquille ou pas? Ben, je préférerais, oui. Ok, on le coquille alors. Merci à vous, au revoir. C'est pas grave ici? Non, moi je pense pas qu'il y ait grand chose de grave, mais il faut quand même aller voir là-bas pour vérifier que tout va bien, d'accord? Mais comme tu es sorti par toi-même, tu te souviens de tout ce qui s'est passé et tout. Hein. Pour moi, rien de grave, pour le médecin non plus pour l'instant, c'est rassurant, mais il faut quand même aller voir là-bas, ok? Oui. Ok. Tu bouges pas surtout? Ok? En Guyane, Joe quitte le poste de Papa Constant pour allier une unité en amont. La mise en place des barrages fluviaux n'a pas découragé les garimpeiros qui s'ouvrent des layons dans la forêt pour échapper au contrôle. En remontant la rivière, Joe reste toujours à l'affût du moindre indice qui trahirait leur présence dans le secteur. On va vérifier quelque chose là, c'est un peu bizarre mais j'ai cru voir quelque chose là. Donc peut-être que malgré le dispositif plus ou moins hermétique, il serait peut-être passé au travers. Voilà, j'ai cru apercevoir quelqu'un.
Alors je regarde sur le GPS si c'est plausible hein, comme situation ou pas. On est quand même un peu loin de tout là, mais bon. Non, ce serait un chasseur par exemple de Maripasoula, il y aurait une pirogue, il y aurait quelque chose quoi. Les seuls qu'on peut trouver ici dans le coin, ce serait bien du Garimperos quoi. Tu vois quelque chose devant? Il n'y a rien, il n'y a pas quelque chose de couleur là, un tissu ou quelque chose là? Non? Ok, bon, fausse alerte. On reprend la progression. Ok, allez. Malgré les risques, les orpailleurs s'obstinent à occuper le terrain en y transportant matériel d'extraction et essence de contrebande à dos d'homme. Ouais, clairement, ils sont très inventifs et puis ils s'adaptent très bien au terrain. Depuis qu'on a mis en place la barge, c'est plus compliqué pour eux d'approvisionner par le fleuve, donc en fait ils contournent par la forêt, ils ont des porteurs et ils ont tout un système de réseau au travers la forêt pour pouvoir en fait mettre des bases logistiques cachées aux abords des fleuves. Donc ici on va pouvoir observer ce qu'on appelle des dégrades. C'est des petites zones de dépose, hein, donc on en a un petit peu tout le long hein, sur les berges. Donc hier en fait au cours de la patrouille fluviale, on a chopé des porteurs. Donc un qui était en train de traverser avec un chapelet de 6 bidons de 50 litres, donc 300 litres de carburant. Ils étaient en train de faire traverser la rivière. Donc on a intercepté le porteur, on a détruit les bidons bien sûr, et les autres se sont enfuis dans la forêt. Tout autour de la patrouille, des groupes de Garimperos peuvent se cacher et parfois n'hésitent pas à faire feu sur les gendarmes, juste en représailles. Joe est donc systématiquement sur ses gardes, surtout quand la pirogue doit ralentir. On va faire une première progression et on va passer un saut qui est saussonnel. Hein, c'est un saut un petit peu délicat à passer, vous allez le voir. Bon, ça va bouger un peu. Allez, on est reparti. Là, on arrive à la jonction de deux rivières, donc une qui est orpaillée et l'autre qui n'est pas orpaillée. Donc on voit bien la différence de couleur hein, des deux eaux. Donc ici, le petit Inini, il est à peu près sain. Il n'y a pas d'orpaillage illégal en amont. Et ici, on a l'Inini, donc la rivière principale, avec toute la zone illégale au-dessus. Ouais, donc ici on est arrivé au point de jonction des deux équipes. Hein. Je vois que finalement ils ont détruit la pirogue saisie. C'est la manière de procéder. On garde les moteurs qu'on saisit et qu'on ramène avec nous sur Maripasoula. Et le reste du matériel est détruit sur place. Joe a rejoint les troupes qu'il doit ramener à Maripasoula. Ces hommes ont été héliportés la veille pour démanteler un camp illégal. C'est l'heure du rapport. Explique-moi ce que tu as fait un peu. L'équipe a réussi à faire un assaut. Et 4 pirogues ont été faites. Sur les 4 pirogues, donc, les gens foutent le camp. Les 4 moteurs sont récupérés, 40 chevaux et du 15 chevaux. Ouais. 4 moteurs qui sont donc placés dans la pirogue FAG. Et la pirogue, on a procédé à la destruction comme d'habitude grâce au carburant saisi. On a mis le feu et ça permet de rendre inopérationnelle leur pirogue. Donc ils ne pourront pas la récupérer non plus. Ok, super, impeccable. L'opération s'est déroulée sans mort ni blessé. Avant le départ pour Maripasoula, les hommes se remettent d'aplomb autour d'un déjeuner typiquement militaire, la fameuse ration de combat. Donc aujourd'hui, menu numéro 12, excellent, c'est mon préféré. C'est rougail de saucisse. Des opérations comme celle-ci se déroulent chaque semaine sur les grands fleuves de Guyane. C'est une lutte sans merci contre un commerce illicite, mais aussi pour préserver l'environnement. En polluant les rivières, les orpailleurs clandestins détruisent tout ce qui nourrit les Amérindiens de la région. En les empêchant de nuire, les forces armées de Guyane protègent toute la population invisible de la forêt.
À La Réunion, Nicolas va bientôt rencontrer l'adolescent en crise qu'il doit gérer. Tu nous entends, Nico? Quand je parle comme ça, ouais, ça va. Ouais, c'est bon, voilà. Ouais. Impec. On a un peu plus d'infos là sur le forcené. A priori, les brigadiers ont réussi à le maîtriser après sa crise. Donc, ils arrivent à lui parler, ils arrivent un peu à le raisonner, mais ils ont un doute sur le long terme, quoi. Enfin, voire moyen terme. Oui. Comment ça se passe juste pour savoir comme ça, l'internement d'un mineur, tu peux le faire sur autorisation des parents? C'est possible, même s'il est mineur. Il faut qu'il y ait une autorisation parentale si c'est largement préférable. Sinon, c'est sur décision du préfet, du fait de la dangerosité immédiate. Mais lui, s'il présente vraiment un danger public avec sa pioche, c'est plus de l'ordre du préfet que du médecin, quoi. Ouais, j'en ai fait deux, moi. Un avec une hache et l'autre avec un pistolet à grenaille. On verra sur place, mais il faudra que tu nous dises si tu penses qu'on l'évacue ou pas, parce qu'on va peut-être pas l'évacuer. Non, tout à fait, et puis je vais peut-être pas le sédater aussi, parce qu'après, il va être dans les choux pendant 6 heures. Alors si tu viens et que tu fais rien... Alors ce que les gens comprennent pas, c'est que ça met une demi-heure à prendre une sédation. D'accord. Et du coup, pendant la première demi-heure, ils peuvent quand même persister une agitation et, tu vois, pour un hélico, être difficilement gérable. Ouais. Donc ils pensent souvent qu'on a la piqûre magique, mais on les contentionne une bonne heure quand même avant de pouvoir les rendre dociles, entre guillemets. Il va être attaché. Hein. De toute façon, je vais avoir un contact avec lui, je vais voir s'il est accessible à la raison ou pas. Si après il n'est pas du tout accessible, effectivement, on décidera peut-être de le sédater. À ce moment-là, il faudra le contentionner un peu. D'accord. Et je préparerai tout avant, je vous dirai, pour que ça soit rapide. D'accord. Ouais, tu me diras sur place. Oui. À leur arrivée, Nicolas et les hommes du PGHM sont attendus par les gendarmes de Sillaos. Bonjour, Elie, le médecin. Ils ont réussi à calmer l'adolescent temporairement, mais ils redoutent que l'arrivée des nouveaux venus crée une nouvelle crise. Le gars là pour l'instant il est comment? Il est calme? On l'a calmé, il est calme. Il sait qu'il y a un médecin qui va venir, il sait pas? Il veut pas les pompiers, non, il voulait pas. Il veut pas les pompiers? Non. Ok. Donc nous on ressemble un peu à des pompiers là comme ça, jeunes, donc il faudra peut-être préparer un peu le terrain. Un médecin au moins avec lequel il peut discuter s'il a envie. Non, ça va le bloquer ça. Ils aiment bien les gendarmes. Ouais, avec nous il parle bien, il aime bien les gendarmes. Pour l'instant c'est le médecin et les pompiers qui veut pas voir. S'il garde une communication, il accepte une petite sédation féroce, etc. Il peut être assis sécurisé dans l'hélico ou ça va être compliqué, on le perche de toute façon. Les gens comme ça, ils ont une force incroyable et ils sont capables de sauter sur le pilote. C'est que si on l'évacue, si on l'évacue vraiment, c'est dans la perche et allongé et c'est sanglé. Avec une barre de fer, il a quand même explosé la baie vitrée et le verre est épais. Donc, non mais même psychotique quoi. Nicolas va tenter de rencontrer le jeune homme de 14 ans. Il va falloir le prendre avec beaucoup de pincettes. Je pensais pas. Bonjour, c'est moi le médecin. Bonjour bonhomme, jeune homme. Bon, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es énervé? Ouais. Je suis à des médecins. T'as déjà vu des médecins? Non. T'as jamais vu de médecin? Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ce matin? Tu t'es énervé, pourquoi? Non, c'est un truc. Ok. Mais il y a une raison qui t'a énervé, qui t'a fait faire ça ou pas? Non. Bon. Regarde, moi je suis médecin, je suis pas là pour t'embêter. Ce qui se passe, c'est que tu t'es très énervé et tu as risqué de faire du mal aux gens. Ça, tu en es conscient? Ok. On va te ramener chez le médecin. C'est pas forcément pour t'enfermer, etc. Mais c'est pour te soigner. Mais là, il n'y a pas le choix. Tu es allé trop loin, en fait. Non, je veux rester maman. Là, il n'y a pas le choix. Je veux rester maman. Maman, je pense qu'elle est d'accord pour que tu te fasses soigner et que tu sois mieux. Maman, elle va revenir après. Non, là, je ne viens pas. Hein. Maman, on peut rester ici, s'il te plaît. Non, mais ça, c'est plus toi qui décides. Le problème, c'est que tu as été trop dangereux. Alors, écoute-moi bien. Soit tu peux prendre ton traitement, et puis on t'emmène calmement, soit on... Non, maman. Alors, écoute-moi bien, mon grand. Maman ne veut pas aller à l'hôpital. Bon, tu comprends bien que si on n'arrive pas à discuter, on va devoir t'emmener de force. Non. Est-ce que si on arrive à vous emmener pour l'accompagner aux urgences, vous pourriez venir, vous? C'est un peu difficile pour moi.
Le problème, c'est qu'on va devoir le faire de force. Donc ça va pas être très agréable pour lui. Très bien. Non, maman, je veux rester avec toi. Parce que là, la seule solution qui va... Vous êtes de toute façon d'accord pour l'hospitaliser, pour dire... Non, on va pas l'hospitaliser. Maman, on va pas l'hospitaliser. On va pas baptiser. J'essaie de me partager entre les deux, mais là, c'est un peu difficile. Ça me semble plus logique quand même que vous l'accompagniez lui, ça lui éviterait quand même pas mal de tracas parce que vous comprenez, on va rentrer dans une spirale là. Nous, on peut essayer de faire le maximum, mais disons qu'il nous faut votre cohésion, quoi. Ouais. Je te demande juste de desserrer. Non. J'ai pas demandé lâcher, de desserrer. Merci. Si j'y vais. Je vais pas être baptisé. Si j'y vais, alors, écoute-moi bien, Brian. Pas être baptisé. Brian, écoute-moi bien. Si maman vient avec, c'est pour voir un médecin parce que tu as fait une crise. Alors, soit tu fais aussi un petit effort et tout se passe bien, et soit tu fais pas d'effort et on va être obligé de se disputer. Je veux pas être baptisé. Bon, écoute, on n'avance pas là. La maman, j'ai vu avec le pilote d'hélicoptère, elle peut venir avec nous. Oui, on marche un peu sur des œufs, mais on essaie de trouver la meilleure solution. Disons que dans l'extrême majorité des cas, les solutions sont réglées par un accompagnant de la famille qui connaît, qui arrive à conseiller, à ramener chez le médecin, ou alors les collègues gendarmes ou pompiers qui arrivent à se faire force de persuasion sur le bon sens. Après nous, les médecins, on est appelés en dernier recours. On essaie de faire au mieux, mais c'est écrit nulle part comment il faut le faire. On fait un peu comme on pense. Qu'est-ce que vous préférez, y aller avec les pompiers ou alors en hélicoptère? Sachant que le médecin, a priori, il va essayer de... Moi, je serais prêt à vous laisser partir avec les pompiers. Avec les pompiers. Je pense que c'est le mieux pour lui. Avec les pompiers? Bon, très bien. Ça marche. Eh ben écoute, on se prépare alors, on y va. Oui, c'est Nicolas, c'est pour faire mon bilan sur montagne là. Alors, en fait, il ne veut pas quitter sa maman et la maman serait prête à l'accompagner aux urgences avec les pompiers dans le camion avec son fils. Mais là, il est calme, j'ai pas de raison de le sédater de force pour l'instant. Voilà, on dit ça comme ça et puis s'il y a un souci, je te rappelle. L'adolescent a finalement accepté de suivre les pompiers jusqu'à l'hôpital de Saint-Pierre pour y voir un médecin. Nicolas n'a eu besoin d'utiliser ni la force, ni les sédatifs pour parvenir à ses fins. La négociation était l'idéal selon lui pour éviter un traumatisme supplémentaire au jeune homme. Pour les populations des cirques éloignées de tout, cette présence médicale est indispensable. À Nouméa, le jeune Cafou a été transféré au CHU pour y être examiné. Ce n'est pas son premier accident. Les sorties de route, il connaît et il en connaît aussi les raisons. Excès de vitesse. Je sais pas, c'est toujours la vitesse, c'est la vitesse. La vitesse ou l'alcool, mais là c'était la vitesse. Quand après on est sorti direct de la voiture, c'est Sony. C'est Sony. La voiture, elle est épave. Tu sais à combien il roulait le conducteur? Bon, petit 110 comme ça. 110 dans le col de la Pyrade? Ouais, je crois. Hein. T'es où dans la voiture? Derrière chef de bord. Chef de bord? Côté droit. T'as pas cogné la tête? Si, contre le plafond. Ouais, 110, ouais. Et les autres, ils vont bien? Ouais, je crois, oui. Et là, t'as mal où? Un peu derrière la nuque. D'accord. Tu peux bouger les bras, les jambes? Oui, oui. C'est pas moi qui arrive. Ils sont bien ces gens, il a pas mal au ventre, il a mal au Bonjour, je suis le médecin. Ça va? Bonjour. T'as mal où, dis-moi? Au niveau de la clavicule puis par la nuque. T'as pas perdu connaissance? Non, j'ai des petits flashs pendant les tôles, mais sinon, pas de connaissance. Rien d'inquiétant en apparence, mais Julie, le médecin, va lui faire passer toute une batterie de radio pour s'assurer que le jeune homme se porte bien. À Païta, l'animation principale de la journée va enfin commencer.
Après une matinée assez calme, on va attaquer le rodéo. En gros, encore une fois, pour ceux qui n'ont jamais fait le rodéo, vous mettez dans du sable des mecs avec un taureau ou un cheval qui n'a qu'une envie, c'est de fausser compagnie avec son mec. Donc les coups de sabot, les coups de monture, les coups de corne. En général, c'est tout bon ou tout mauvais. Donc tout bon, tranquille, tant mieux pour tout le monde. Par contre, tout mauvais, la série noire, c'est que ça s'enchaîne et là, il faut qu'on soit coordonné. Le dispositif, il y a une équipe à l'entrée prête à intervenir dans le carré et une qui est en retrait prête à prendre le relais. Parce qu'en général, c'est ce que je vous disais, c'est que quand il y a un premier blessé, c'est souvent 30 secondes après qu'il y en a un deuxième. Donc ça veut dire que quand il y a une équipe qui a pris en compte un mec dans le carré et qui l'a amené ici, il faut qu'il y en ait une qui soit prête à re-rentrer dans le carré 10 secondes après. Ok ? Par définition, normalement, tant que la bête est là, que ce soit le taureau ou le cheval, on ne rentre pas. Tu as déjà une victime, on ne va pas s'en taper un autre chez nous. Comme avant tout événement sportif d'importance, on joue l'hymne national. Repos. C'est parti pour un rodéo dans le plus pur style cow-boy. Il n'est pas étonnant de trouver ce genre de spectacle en Nouvelle-Calédonie. Dans l'archipel, comme en Australie et en Nouvelle-Zélande, le cheval est roi. En Nouvelle-Calédonie, pays d'élevage, on compte un cheval pour une vingtaine d'habitants. Les cavaliers de ce rodéo sont des durs à la douleur. Difficile de les convaincre de passer à l'infirmerie, même après des chutes toujours impressionnantes. Alors, ce sont les secours qui viennent à eux. Merci. C'est pour vous qui sont là. Ok, on peut envoyer une Dans ces compétitions western, les cavaliers tentent de dompter une race venue des États-Unis, le Quarter Horse. L'animal a la réputation d'être le cheval le plus électrique du monde. Pourtant, le plus difficile est à venir. Les pompiers sont sur le pont. Les pompiers, s'il vous plaît, j'ai fait mal à un. Les pompiers, s'il vous plaît. Un concurrent a fini par se blesser. On soupçonne une fracture du poignet. Je tiens. Tiens ton poignet. Oui, parce que si on tire chacun à côté. J'ai tourné. Ouais. Essaye de bouger. T'arrives pas? Il y a une suspicion de fracture. On le conduit à l'hôpital, on lui fait une radio, puis on verra. Mais là, il remonte plus. Le verdict est sans appel. Plus de rodéo pour ce cavalier, mais heureusement, la casse a été limitée.
Une journée assez calme, donc tant mieux pour les participants et les visiteurs. On a dû gérer une demi-douzaine d'interventions sur site entre les malaises, la bobologie. Tout s'est bien déroulé, tant au niveau de la manifestation qu'au niveau de la journée sur la commune, donc bilan positif. Ce concurrent malheureux est le seul à partir pour l'hôpital de Nouméa afin de s'y faire soigner. Il va y rejoindre Cafo qui attend les résultats de ses radios. Et visiblement, elle ne présente aucun traumatisme. Et il avait mal en fait au niveau de l'épaule, au niveau de la jonction acromioclaviculaire. Malgré plusieurs tonneaux et la vitesse excessive, il est tiré d'affaire. Ce soir, il sera de retour chez lui. Ça va? Tiens, on va pouvoir enlever le collier, parce qu'il n'y a rien au niveau du cou. Tous les accidentés n'ont pas eu sa chance. Selon l'OMS, la Nouvelle-Calédonie a un des taux de mortalité routière les plus élevés au monde. L'insécurité au volant est un problème toujours irrésolu dans l'archipel. Port de la ceinture non respecté, conduite sous l'emprise d'alcool ou de cannabis, malgré la lutte quotidienne des gendarmes contre ces comportements, le travail des pompiers sur la route et des médecins dans les hôpitaux, il y a encore beaucoup à faire pour sauver des vies.